Merci d'être venus si nombreux. On a le plaisir d'avoir Sonia Wider-Atherton avec nous ce soir. Comme vous avez pu le voir, elle a fait la conception musicale du film, donc vous avez aussi pu l'entendre. J'ai préparé quelques questions pour elle, et après on prendra un peu de temps pour que vous aussi puissiez réagir au film, poser des questions que vous auriez. Mais avant ça, j'aimerais juste vous donner un tout petit peu de contexte sur le film. Sophie l'a rappelé un tout petit peu avant. C'est un film qui date de 1988, mais qui en fait, c'est un projet qui remonte à 10 ans avant ça. Donc c'est en fait, de la fin des années 70, Chantal Akerman a envie de faire un grand film. Elle appelle ça un film commercial. Et elle veut faire un film sur le monde juif, le monde d'où elle vient. Et elle découvre à ce moment-là les deux livres, la saga en 2 volumes de Isaac Bashevis Singer, Le Manoir et le Domaine. Et elle commence à y travailler en 79 et elle écrit « Il y a dans ces 2 romans de quoi tourner une centaine d'heures de cinéma, si pas plus ». Alors évidemment, c'est un projet très ambitieux qui coûte très cher également. Et elle ne va pas réussir à faire financer cette fresque sur les Juifs d'Est qu'elle imagine. Elle va faire d'autres films entre-temps. Le film Golden 80s, une comédie musicale, et un autre film Letters Home, plus pas mal de courts-métrages. Et elle va revenir sur son projet de film juif, d'un film sur Singer en 1987. Et elle se demande dans ses notes que montrer de ce monde en disparition dans lequel s'enracine l'œuvre de Singer. Et elle a l'idée, pour faire ce film, de retrouver l'environnement où Singer arrive après son émigration de Varsovie. Donc Singer grandit en Pologne, passe le début de l'âge adulte là-bas, et il émigre à New York en 1935. Et pour retrouver ce monde de 1935 dans lequel elle vit, elle va utiliser une publication qui paraît à la fin des années 70, qui s'appelle A Bintelbrief en yiddish, ce qui veut dire un paquet de lettres. Et en fait, c'est une compilation de lettres qui ont été envoyées au journal Vorwärts, le journal The Jewish Daily Forward, qui est un quotidien yiddish. Et au tout début du XXe siècle, en 1906, il commence à publier des lettres en yiddish de personnes qui posent des questions et qui demandent des conseils. Et donc, le film s'inspire largement de ces lettres-là. Dans les lettres qu'ils envoient, les gens racontent leurs histoires, ils demandent des conseils. Et on retrouve donc des histoires de personnes qui, comme les personnages de Singer, émigrent de Pologne et de Russie vers les États-Unis. Donc les histoires d'Amérique, les histoires éponymes, ce sont des histoires avec un petit H dans lesquelles on entend l'histoire avec sa grande H. Cette histoire aussi que Chantal évoque au tout début du film, ce trou, vraiment. Ce sont des histoires d'émigration, des histoires de juifs qui débarquent aux États-Unis, qui arrivent de Pologne, qui arrivent de Russie. Ils arrivent après les pogroms et ils arrivent après les camps d'extermination. Et ils arrivent au beau milieu de la modernité qui chamboule toute leur vie traditionnelle. Et Akerman va réécrire ces histoires intimes et elle insère aussi des blagues juives et des scénettes où, comme dans un livre de Singer, les émigrés se retrouvent dans un délicatessen et se racontent leurs histoires d'avant-après. C'est aussi un film sur la familiarité, autant sur le familial que sur le familier. Et ce qui est important, c'est que le dispositif de ce film, c'est Chantal Akerman va mettre ces histoires dans la bouche de juifs américains des années 1980. Donc parfois, elle a retrouvé les auteurs de ces histoires, parfois on voit à l'écran les enfants ou les petits-enfants des auteurs des lettres. Et le plus souvent, comme vous avez pu le remarquer, ce sont des acteurs. Donc on voit et on entend des femmes et des hommes qui tous arrivent avec leurs gestes, leurs accents, leur voix, leur regard, leur silence également. Et Akerman s'attache à montrer comment ces histoires prennent corps, prennent voix et s'enracinent également dans le lieu. Derrière les histoires et autour des histoires qui se transmettent d'une génération à l'autre, il y a aussi une réflexion dont les gestes, les langues et les lieux se transmettent aussi. Et au cœur de cette transmission, il y a la question du fantôme. C'est un motif qui revient souvent dans le film. Isaac Bashevis Singer, quand il reçoit le Nobel, commence son discours comme ceci. La première chose, c'est que j'aime écrire des histoires de fantômes. Rien ne sied mieux aux fantômes qu'un langage qui se meurt. Et il dit en anglais, j'ai même traduit, « The deader the language, the more alive is the ghost ». Plus le langage est mort, plus le fantôme est vivant. Et il continue, les fantômes aiment le yiddish, d'ailleurs, ils le parlent tous. La deuxième chose, c'est que je crois à la résurrection.
Je suis sûr que le Messie va bientôt venir et des millions de cadavres parlant le yiddish vont sortir de leur tombe un jour. Et leur première question sera « Est-ce qu'il y a un nouveau livre en yiddish à lire ?» Voilà. Et tout le monde rigole. On voit le roi de Suède qui a l'air un peu out of it, qui ne comprend pas très bien la blague. Et à propos d'Histoire d'Amérique, Chantal Akerman également évoque les fantômes. Et je la cite, elle dit « Je voulais que ce soit quelque chose de fantomatique qui passe. Je voulais que ce soit des fantômes arrachés à la nuit. On ne sait pas s'ils sont vivants, s'ils sont morts. On sait forcément que l'acteur qui est là, en face, est vivant, mais il parle de quelque chose qui est mort. C'est un peu ça que je voulais. De la même manière, dans le début, New York est une sorte de mirage. Elle n'a pas vraiment de réalité, ni dans tout le reste d'ailleurs. Ça aussi, c'est mort. » Et donc pour montrer ces histoires d'Amérique, ces histoires de vie et de mort, ces histoires de fantômes, Akerman fait un film qui est vraiment comme une partition musicale. Et elle dit à ce propos, à propos du prologue qu'on entend au début avec toutes ces voix qui se fondent et le violoncelle de Sonia qui entre dans la danse, dans une sorte de danse, une musique un peu mystérieuse mais très vivante, dit-elle, portée par les flots. Et donc j'en arrive à ma première question pour toi, Sonia. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as travaillé sur la bande-son de ce film? Déjà, j'ai découvert le film, la musique, j'ai commencé à la travailler une fois que le film existait. Et j'ai fait une découverte qui est la musique liturgique, chassidique, qui rejoint complètement le film parce que c'est une musique qui est donc au départ liturgique, mais qui est construite souvent comme en 3 parties, avec une partie de prière qui était chantée en hébreu, une deuxième partie dansée en yiddish et un retour. Et donc on imaginait les blagues, les colères, les désaccords et un retour à une réconciliation qui commence le chant. Et ça a été une des choses qui a guidé un peu mes recherches. Et puis, peut-être encore plus, écouter beaucoup les Razan et voir comment se développe une mélodie, comment l'expression presque sculpte la phrase, comment c'est à la fois intérieur et extrêmement expressif. Et c'est quelque chose que j'ai essayé de retrouver dans ma course d'Archet, qui est très vocale et qui est vraiment l'essence de cette musique liturgique juive. Et ce qui est très vite apparu, c'est que le violoncelle allait être un personnage du film en étant presque la mémoire, l'inconscient, la danse, le changement d'atmosphère, rejoindre les personnages, des fois les accompagner, chose que j'ai faite parfois en live, parfois après. Et voilà, ça a été un travail qui s'est fait lentement et qui a suivi les trouvailles que je faisais petit à petit de tous ces chants. Et j'ai lu quelque part que Chantal elle-même, elle disait que son propre rythme de parole à elle l'avait hérité de ses prières et qu'elle psalmodiait la façon dont elle parlait. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle évoquait? Ah oui, elle était je pense que l'écriture de Chantal est une écriture extrêmement musicale. Quand on dit la psalmodie, on sait qu'il y a une écriture presque d'une partition dans la prière. Il y a des signes qui sont des arrêts, des virgules, des respirations, ou alors des choses qui sont très droites, sans arrêt, sans ponctuation. Et ça, dans l'écriture de Chantal, c'est très présent. Mais si tu permets, je voudrais revenir sur une chose par rapport que je pense importante, sur le voyage de Singer jusqu'à Histoire d'Amérique, qui est... Oui, elle a voulu faire ce film et souvent on dit qu'elle n'a pas pu le faire, elle n'a pas eu assez d'argent. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense qu'il y a une chose que Duras disait sur la manière dont... Elle disait, il faut trouver l'endroit où on rentre dans l'histoire. Je crois que
Chantal a fait tout un voyage qui imprègne complètement l'histoire d'Amérique avec Singer, avec toute l'œuvre de Singer, avec le lien avec son histoire, avec ses recherches. Mais il y a un moment donné où il a fallu qu'elle tire cette histoire vers elle et que ce soit Chantal qui le raconte. Et oui, il y a les fantômes de Singer, il y a les fantômes de Chantal, il y a tout ça. Mais il y a une chose qui pour moi est Chantal, c'est les lettres. Il y a Letters Home, il y a News from Home, il y a le travail de ce quotidien où on dit « chère maman, je ci, je ça, j'ai faim, j'ai froid ». Enfin, tout ce qui est chez Chantal, la lettre A. Et je crois que la découverte de ces lettres, ça a été pour elle le fil qu'elle a tiré. Elle s'est dit, c'est là. Et comme ça est née Histoire d'Amérique. Et chaque fois que je le vois, je suis chaque fois un peu plus bouleversée par ces lettres que ces gens écrivaient. Et Chantal les a lues, ça je me souviens, elle les a donc réécrites en y apportant son rythme. Ses cassures, ses phrases sans ponctuation qui avancent comme ça. Et ça, elle l'a travaillé beaucoup. Et justement, dans le sens de ce que tu dis, c'est-à-dire pour trouver son rythme à elle. Et pour moi, c'est ça, c'est un voyage presque autant intérieur en elle-même et puis aussi de connaissance en elle-même, c'est-à-dire comment elle va parler de ce monde juif et si profondément ancré. Oui, j'étais surpris aussi de revoir ce film, de voir à quel point effectivement il est écrit, à quel point Chantal Akerman aussi, il faut y insister, une très grande écrivaine d'ailleurs. Je vous engage tous à lire ces textes qui sont maintenant très disponibles et on retrouve vraiment cette voix, ces récits, cette manière assez unique d'écrire. Je trouve. Et j'ai pensé aussi dans l'écriture, ça m'a fait penser aussi, elle a fait Golden 80s juste avant de faire ce film, et que finalement, ce film, en le revoyant ça, on peut se dire qu'il fonctionne aussi comme une comédie musicale, finalement. Que c'est vraiment une mise en musique de ces histoires, de ces lettres. C'est une comédie musicale assez iconoclaste, c'est une comédie musicale qui est aussi extrêmement tragique. C'est un film qui est très dur, moi qui me donne un sentiment de pesanteur, mais est-ce qu'elle pensait peut-être elle-même à cette idée de comédie musicale lorsqu'elle a composé ce film ? Comme elle nommait pas les choses, je ne sais pas si elle a dit que c'était une comédie musicale, mais ce que je sens, c'est qu'elle a la joie d'une comédie musicale quand elle fait le film, et on l'entend. Et il y a une chose dans l'idée des fantômes, je ne sais pas vous ce que ça vous fait, mais pour moi, il manque une notion. Quand je vois le film, il y a quand même une joie. C'est un peu comme ce que décrit Kafka quand il y a cette espèce de saut vers le bonheur que quand on parle, qu'il y a dans Histoire d'Amérique tout le temps. Et quand cet homme dit, il parle de This Beautiful Night, il dit Just for Living, Just for Living. C'est une puissance de vie. Et il y a ça, il y a cette force-là. Mais après, il y a l'homme qui veut se suicider. Mais finalement, c'est un détail du moment qu'il t'aime. C'est quand même fou quand on pense. Et Histoire d'Amérique, c'est ça qui est bouleversant. C'est que ça se donne complètement la main. De même que ces monologues dans un terrain vague à New York donnent la main à Golden 80s comme je suis d'accord avec toi, une comédie musicale. Et pourquoi Histoire d'Amérique ne serait pas une comédie musicale ? Ça l'est à des moments. D'ailleurs, la bande-son, c'est une bande... il y a comme de la musique électronique, il y a des montées de moteurs, il y a des oiseaux, on entend des pépiments des oiseaux, souvent, des choses avec un humour, et puis ouais. Et finalement, quand j'entends parler, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté jubilatoire qu'on sent dans le film, dans toutes ces blagues, on a tous rigolé également. Et Chantal Akerman, elle écrivait qu'elle avait mis 40 ans à arriver à faire ce film. 40 ans, c'est un film qui est très imprégné par la Shoah, donc qu'elle aborde de façon assez frontale. Il est question d'Auschwitz, il est question on entend les cendres, ce personnage qui veut se suicider, on sent qu'il ne peut plus vivre à cause de la catastrophe. Et est-ce que cette jubilation, elle est palliée au fait aussi de pouvoir trouver ce monde juif aux États-Unis ? C'est-à-dire d'arriver à New York, de devoir délocaliser en fait toute cette histoire et de la raconter depuis
les États-Unis, mais en fait, c'est son histoire aussi à elle qu'elle raconte depuis les États-Unis. Donc je me suis demandé, est-ce qu'il y avait cette découverte du judaïsme et de la possibilité de raconter la Shoah qui s'est faite aux États-Unis pour elle ou pas? Je n'ai pas l'impression de ça, mais je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est plutôt que c'est là qu'elle a pu imaginer cette espèce de terrain vague avec les lumières du pont complètement incroyable et qui pouvait être ça, mais qui pouvait être un ailleurs complètement. Et d'ailleurs, elle raconte une chose fascinante, c'est combien toutes les communautés venaient assister au tournage et qui voulaient venir raconter leurs histoires aussi, et qui faisaient la fête tous ensemble le matin, et que le monde juif est toujours là, mais elle n'est pas centrée dessus, contrairement à... Enfin, ça parle aussi au monde entier, à toutes les communautés, à toutes les minorités, et du coup, il y a une sorte de fête aussi avec le monde entier. Et un endroit comme ça à New York permet ça. Alors que, par exemple, à Montmartre, on n'oublie jamais qu'on est à Montmartre. Elle ne peut pas faire ça à Montmartre. Elle peut pas. Mais là, cet endroit est tellement comme une sorte dans un rêve on peut pas savoir où on est, et en même temps il est romanesque, il est une sorte de non-lieu. Oui, et d'ailleurs je crois que le lendemain du tournage il commençait à déblayer parce qu'il y allait avoir des travaux immenses dans cet endroit, il n'existe plus. Ouais, j'ai justement une citation qui disait à propos de l'endroit, donc elle racontait comment il tournait dans New York à la recherche d'un lieu où filmer cette longue dernière scène de délicatessen reconstruit. Avec Aman, elle écrit « Ça sentait bon l'herbe chaude, mais aussi les poubelles et l'acier. C'était là, sans hésitation, qu'il nous fallait faire revivre les souvenirs imaginaires qui constituent ce film. C'était là qu'on entendrait de vieilles blagues juives et quelques histoires de vie et de mort, comme on dit. » Et moi, le fait que c'était le lieu où on peut construire des souvenirs imaginaires m'a extrêmement marqué. C'est même cette idée de souvenir imaginaire. C'est un film qui est imprégné de la mémoire, qui finit sur la question de la mémoire, une sorte de mémoire négative. Le client de la boucherie qui est quelque part en Europe de l'Est se souvient de ce qui n'est pas. Et il ne se souvient pas de ce qu'il y a. Ça, c'est une blague que j'ai ramenée de Moscou. Ah, c'est vraiment une blague judéo- russe, moscovite. Comme Pouchkine appelait ça la Niguna, la félicité judéo-slave. Et il faut avoir fait les queues à Moscou pour se rendre compte qu'il y avait 200 personnes derrière qui attendent. Et là, et moi, j'ai vécu ça raconté par qui était Natalia Chagovskaya, qui était mon professeur à Moscou, et elle m'a amené voir le Yelisseevski Magazine, qui était le Hédiard russe du temps avant la Révolution. Et c'est un endroit sublime, décoré, avec des lustres, des choses, où, dans les années après la Révolution, c'est devenu des piles de boîtes de conserve avec que du lait écrémé, du fromage, tous les mêmes petits paquets, enfin ce qu'on mangeait dans les temps soviétiques. Et que le fameux Yelisseevski est revenu voir son magasin et on lui a dit voilà, maintenant tout le monde mange, mais... Et Yelisseevski a dit oui, mais là il y avait le caviar, là il y avait ci, là il y avait ça, là il y avait le porc, là il y avait le poisson, là il y avait ça. Et puis on lui dit bah oui camarade, mais voilà. Et il a dit mais je comprends pas, qui est-ce que ça dérangeait? Et c'est vraiment ces histoires russes, juives. Alors l'histoire de la mémoire de celui qui fait la queue et qui dit je voudrais ça et je voudrais ça, elle m'a été racontée donc en russe et lui, cet acteur extraordinaire qui dit « We don't have that ». Et en fait, en russe, c'est « niato ». Et je voudrais ça, « niato ». Et c'est chaque fois « niat, niat, niat » jusqu'au moment. Et puis « how he Et voilà, donc il y a des histoires dans ce film qui viennent d'un peu partout et beaucoup qui vient de la mémoire certainement imaginaire et pas imaginaire, transmise, à Chantal. C'est ça qui est extraordinaire dans cette idée de souvenirs imaginaires, c'est même s'ils sont imaginaires, ils n'en sont pas moins réels. Elle parle aussi souvent de la vérité imaginaire, et c'est ce qui est assez bouleversant dans ce film-là, c'est ce prologue où elle dit que son histoire, elle est toute trouée, et que finalement ce sont ces histoires qui font mémoire. Et c'est peut-être une dernière question que je voulais te poser avant de vous donner la parole dans le public. Il y a vraiment
dans ce film-là et dans d'autres films, il y a une façon dont Chantal approche la mémoire de ce qu'on n'a pas vécu. Et je me suis demandé si la musique jouait pas un rôle dans ce surgissement de souvenirs, qu'on reconnaît quelque chose, qui est de l'ordre de la mémoire, et pourtant c'est quelque chose qui est musical. Donc voilà, je me suis demandé si ce surgissement de la musique, ce surgissement du violoncelle, de la musique liturgique, de la musique klezmer, de la musique yiddish également, n'était pas là pour accompagner ces souvenirs imaginaires. Mais quand tu dis souvenirs imaginaires, tu veux dire qu'ils sont recréés dans un... C'est comme si les souvenirs étaient pas reconstitués, mais oui, c'est reconstruit, réactualisé. Voilà. Que c'est en fait pour... moi, quand je vois ce film-là, je pense aussi beaucoup au film de Perec, quand il va à Ellis Island avec Robert Baubert, qui a aussi une histoire similaire à celle de Chantal Akerman, et que finalement, et Perec dit, j'aurais pu être tous ces juifs new-yorkais-là, j'aurais pu me retrouver parmi eux. Et de la même manière, on sent que finalement, toutes les histoires qui sont racontées par les personnages auraient pu être un grand-père, un oncle ou un cousin de Chantal, et que finalement, ces souvenirs font ce qu'on appelle une autobiographie potentielle, une autobiographie probable. Ils sont dans le domaine de ce qui aurait pu arriver. Et comme on ne sait pas ce qui est arrivé, comme on n'a pas accès à cette mémoire, à l'indicatif, sauf qu'elle entendait en vrai son grand-père psalmodier. Ouais. Et que ça a vraiment habité son être. Enfin, elle a beaucoup entendu ça. Et elle a souffert quand ça s'est arrêté. Mais pour te répondre sur la musique, je pense que, en tout cas, bon, ça me concerne, donc je vais être très rapide, c'est pas le sujet, mais c'est quand j'ai commencé ces recherches, c'est comme ça que tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, j'avais l'impression de pouvoir continuer les chants que je découvrais, comme si je les connaissais depuis toujours. Et en fait, c'est comme ça que moi, j'ai découvert mon judaïsme, et que c'est à partir de là que j'ai commencé à creuser, vouloir savoir ce que c'était, puisque j'ai, comme beaucoup de gens probablement ici, et en tout cas tellement on ne sait rien, parce qu'on ne nous transmet pas beaucoup, sauf que ce sac ne l'ouvre pas, mais il est là, t'es juif, quoi. Et puis voilà, avec ça... Et moi, c'est la musique qui m'a fait... donc c'est sûr que la musique a ce pouvoir de raconter sans mots, donc d'ouvrir des espaces. Et moi, là, si je ne croyais pas que des choses se transmettent d'une manière complètement inexplicable et inconsciente, bah là, j'en avais la preuve, parce que ça m'a fait même comprendre pourquoi j'étais allée en Russie étudier et pas dans un autre pays, parce que c'est vraiment l'art l'archet, c'est vraiment un art vocal, et c'est ce que je voulais c'est ce que je voulais trouver, donc je suis allée là-bas étudier. Voilà, la parenthèse est fermée. Oui. En tout cas, sur la musique, c'est sûr. Ça rappelle, moi j'ai vécu longtemps à New York, et j'ai eu le plaisir de croiser un des acteurs qui avait raconté à quel point il y avait toute une bande de musiciens qui connaissaient Chantal et qui avaient assisté au tournage, et qui avaient dit que Chantal leur avait révélé leur propre histoire, que ce film-là, que voir ce tournage leur avait révélé à eux-mêmes le fait qu'ils étaient juifs, qui venaient de Pologne, que leurs grands-parents avaient émigré, que leurs parents avaient émigré, et que de voir cette Belge débarquer à New York leur avait donné accès à leur propre histoire. Peut-être qu'on ouvre les questions à la salle. Bonsoir, parce que je n'ai pas l'habitude de parler dans un micro. Mais bon. Je voulais juste raconter une variante de l'histoire du boucher en Russie. Il y en a une autre. Il y a une longue queue, ça dure des heures et des heures, jusqu'à ce que quelqu'un vienne vers la queue et dise à un homme qui attendait, il n'y aura pas de viande pour vous, et il s'en va. Et les gens qui l'entourent disent, ah ben oui, les Juifs sont prévenus en premier. Voilà. Ça m'a fait penser à ça.
Bonsoir. Je voudrais vous demander si vous savez comment elle a travaillé avec les acteurs, parce qu'il y a une direction d'acteurs qui est très très étonnante. Il y a une précision, une concision. Enfin, je ne sais pas si elle les faisait répéter, si c'était... J'ai vu que c'était des acteurs de théâtre, donc on peut imaginer... je ne sais pas. Je pense que ce film a été un moment de... une sorte de switch, enfin de changement. Parce que, pour revenir à ce dont on parlait sur la psalmodie de Chantal dans ses textes qu'elle écrit, elle a beaucoup dit ses textes en disant « fais comme moi ». C'est-à-dire en les disant et en demandant à l'acteur de suivre son rythme sans expliquer, ni psychologiser, mais en le disant, voilà, dit comme ça. Et là, elle s'est trouvée devant des gens, des gens qui portaient ces monologues, par déjà ce qu'ils étaient, par leur vie, par leur histoire. C'était souvent des gens âgés. Et du coup, elle a complètement changé de manière de travailler et elle les a laissés exister, ce qu'il demandait un temps où elle devait s'adapter et après leur amener ce qu'elle voulait tout en les laissant être ce qu'ils étaient, ce qui était très nouveau dans son travail. Donc c'est une question assez... C'est aiguiser votre question parce que ça touche quelque chose d'assez important, je pense, dans le travail d'acteur de Chantal. C'est-à-dire quitter cette chose où elle dit je vous le lis et ensuite faites pareil. Et là, elle ne pouvait pas faire ça. Et il en est né encore quelque chose d'autre. C'est-à-dire le mélange de Chantal allant à la rencontre, écoutant, recevant ce qu'il disait devant elle et ensuite le travaillant. Des fois beaucoup, des fois pas du tout. Mais par exemple, le vieil homme, quand il est là avec avec les cheveux blancs et qui chante The Beautiful Night, c'était pas du tout prévu. Il avait chanté, elle a pas dit coupe avec son instinct. Elle a fait un geste pour que personne ne coupe. Elle a laissé tourner et le vent soufflait et elle laissait tourner. Et tout d'un coup, il a regardé, il a dit What a beautiful night. Et ça, c'est complètement improvisé. C'est un exemple de ce qui s'est passé dans ce film. Il y avait cet imprévu-là, cette liberté-là. Et je crois que ça a existé tout le long du film. Et en même temps, c'était très écrit. C'est ça qui est fou. Il y a un... vous pouvez trouver un podcast. Elle a fait un entretien avec Serge Danet. Ça a été republié récemment parce qu'il y a eu une nuit Chantal Akerman sur France Culture et il y a un entretien magnifique qu'elle fait d'1 heure sur l'histoire d'Amérique où elle explique la façon dont effectivement elle a travaillé avec les acteurs. Et elle disait aussi que tout ça c'était lié aussi à une contrainte de temps, c'est-à-dire qu'elle était très pressée et qu'elle avait fait passer des castings à beaucoup d'acteurs et que en fait elle leur faisait lire des textes et elle disait c'est bon, c'est pas bon, de manière très instinctuelle en fait. Et une fois qu'ils étaient face à la caméra, comme Sonia tu le dis, elle n'y touchait presque pas. Et par exemple, l'homme qui termine le film, qui est extraordinaire, vous imaginez que vous pouvez le faire travailler, lui il était... il est lui, quoi, il peut pas avec son accent russe... Et il y en a des comme ça dans le film, ils étaient là et Chantal pouvait que dire couper, quoi, c'est tout. Ouais. Et elle parle notamment, alors je ne sais pas exactement, mais elle parle d'une des jeunes femmes qui transforme totalement le texte qu'elle avait écrit. C'est-à-dire qu'elle avait écrit un texte en l'imaginant dit d'une certaine manière, et que finalement la psalmodie, on pourrait dire, de cette jeune femme transforme le texte, et qu'elle était, finalement, elle devenait spectatrice de son propre texte. Il y avait quelque chose de cet ordre-là qui était très très beau, effectivement. Ouais. Si elle était un peu dépassée, comme si elle était emportée. Alors, Madame demandait si elle était comme dépassée ou emportée par le film. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Elle redécouvrait, en fait. Bonsoir. Excusez-moi, j'ai juste une question concernant une des sources de création de ce film que j'ai pas bien compris parce que je connais mal, mais c'est sur les lettres qui étaient adressées à ce journal en 1906. Est-ce que vous pouvez raconter le contexte historique ou journalistique qu'elle a découvert? Elle les a lus comment? J'ai pas bien compris ça.
Le journal en question, qui existe toujours, il s'appelle The Forward. En anglais, The Jewish Daily Forward, en yiddish, Vorwärts. Et c'est un journal qui a été créé à New York à la fin du 19e siècle. C'était un quotidien yiddish socialiste. Et au début du XXe siècle, donc quelques années après sa création, il commençait à recevoir pas mal de ce qu'on appelle en français le courrier des lecteurs. Et du coup, un des éditeurs a eu pour idée de publier ces courriers, et on a fait une colonne. Donc il y a une colonne qui s'est créée dans le Vorwärts qui s'appelait un Bintelbrief, donc un paquet d'enveloppes, littéralement. Et à la fin des années 70, il y a un Harry something, je ne me rappelle plus de son nom de famille, qui a eu l'idée en fait de sélectionner certaines de ces lettres et d'en faire un volume. Et donc le volume, on le trouve, il s'appelle A Bintelbrief, il est réédité fréquemment, et c'est vraiment une source assez incroyable pour se rendre compte de ce qu'a pu être la vie juive, la vie des émigrés juifs à New York au début du XXe. Donc les lettres s'échelonnent de 1906, je crois, à 1970, et il y a un autre volume qui est apparu après, et ça se trouve très facilement sur Internet. Bintel, B-I-N-T-E-L, Brief, B-R-I-E-F. Voilà. Et il y a pas mal d'Américains qui disent à quel point ce livre-là leur a révélé à eux-mêmes l'histoire de leurs parents et des générations qui les ont précédés. Oui, je voudrais évoquer la dernière scène de restaurant à table et en plein air, l'atmosphère qui règne. Moi, ça m'a fait penser un peu à Fellini. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ma question est stupide? Pas du tout. Moi, je comprends très bien. C'est une chose qu'on a dû se dire. C'est vrai, il y a quelque chose de complètement onirique, avec une sorte de décalage avec la réalité et en même temps complètement réel. Je sais pas, tout à fait. C'est un moment, il y a quand même une saturation qui se produit, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de personnages dans ce film. Il y a de nombreux personnages qu'on suit les uns après les autres, et c'est comme si cette scène devait former une forme de résolution qui ne vient pas, que finalement toutes ces histoires commencent à s'entrecroiser et à produire des rencontres assez inattendues. Et effectivement, moi, je suis d'accord, c'est-à-dire qu'à la fois quelque chose de complètement rêveur, quelque chose d'inaccessible, en même temps d'extrêmement réel. Et qu'on trouve un peu cette économie du souvenir imaginaire, à mon avis, qu'elle évoque. Ce sont des scènes qui auraient pu arriver de manière très nette, mais on souligne le fait qu'elles ne sont pas arrivées pour leur donner. Ça leur donne également, je pense, une plus grande universalité. C'est-à-dire que cette idée-là que Pérec appelle l'autobiographie probable, c'est que finalement, ces histoires qui arrivent aux autres peuvent nous arriver aussi à nous-mêmes. Donc même si elles ne sont pas réelles, leur manque de réalité les rend plus universelles d'une certaine manière. Et il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce film qui est assez étonnant, je trouve. Moi, je retrouve une histoire très personnelle dans ce film, alors je ne connais aucune des personnes qui ont écrit ces lettres, ni aucun des acteurs. Mais il y a quelque chose de très personnel qui est touché de manière très puissante par ce film. Oui, ce que vous venez de dire me fait penser que, en fait, au fur et à mesure que l'on regarde le film, on se sent de plus en plus proche des personnages. Ils nous sont familiers, parce qu'il y a toujours donc un jeu d'éloignement, de fiction et de proximité, de vrai, de faux. Mais finalement, le vrai, la densité, le présent même de ces personnages qui nous sont présents. Et l'histoire, finalement, n'est plus de l'histoire avec un grand H, une grande H, mais quelque chose qui est très, très proche, qui est très vibrant et qui est très présent. Et comme vous disiez que vous aviez créé votre musique après avoir vu le film, tout en l'ayant vu, si je comprends bien, quand même filmé. Enfin, je n'ai pas bien compris comment vous... Et ce que j'essaie de traduire, on le sent beaucoup dans votre musique. Est-ce que cela vous parle, cette question de proxémite, de familiarité qui arrive dans l'éloignement? Je ne sais pas comment le dire autrement.
Oui, je l'entends comme si vous disiez qu'il y avait ce petit décalage. Parce que pour moi, tout ça est réel. Il n'y a pas de irréalité. C'est réel parce qu'on le ressent. Donc à partir du moment où on le ressent, eh ben, il y a une réalité, puisque l'émotion, c'est quelque chose de tangible. Enfin, qui nous... Alors, je pense que et puis il y a une intimité. C'est ça peut-être, l'intimité. Et il n'y a jamais quelque chose dans quoi on est très habitué à tomber souvent de psychologie. C'est pas psychologique. C'est comme ça. C'est une espèce de... Il y a plein de... Et puis ce mélange, peut-être ça aussi, c'est que... Et ça, dans la musique, il y a ça aussi, c'est que il n'y a pas de hiérarchie d'importance. Il n'y a pas le moment de la prière et puis le moment de la blague. Tout se mêle complètement. C'est-à-dire la chose la plus burlesque, inattendue, avec le récit de dire je vais quitter ce monde, et puis après il y a une blague. Et cette absence de hiérarchie est déjà une des choses les plus, à mon avis, ancrée dans le judaïsme. Enfin, c'est une chose qui vous fait comprendre beaucoup de choses dans le judaïsme. C'est qu'il n'y a pas ce regard tourné vers le haut en disant ça c'est en haut, ça c'est en bas. C'est tout le temps. Et dans ce film, il y a ça aussi. C'est peut-être ça, parce que c'est difficile d'expliquer cette sensation de réalité par réalité. Moi, je dirais que c'est l'intimité de cette balade entre en haut et en bas, tout le temps, constamment. Donc vous parlez de vous, vous parlez des autres, vous parlez d'un couteau, vous parlez d'un visage, vous parlez de mort, vous parlez de vivant. Ça, et tout ça est ensemble. Et la musique, encore une fois, a pas ce pouvoir, mais a ça parce qu'elle n'a pas de mots. Donc elle a cette fluidité-là. Peut-être. Et c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important, en tout cas dans la manière dont moi je vois ce film, c'est qu'il annule une certaine forme de compétition qu'il peut y avoir entre l'imaginaire et la réalité, ou ce qu'on appelle la fiction et ce qu'on appelle la réalité. Et Chantal Akerman insiste très souvent au cours de nombreux entretiens qu'elle ne croit pas du tout à une quelconque différence entre les deux. Et j'ai retrouvé aussi une citation où Singer lui-même, disait qu'en écrivant, il s'était mystifié lui-même. Il a dit le mot mystifié, et qu'il a utilisé tellement de personnages fictionnels, tellement de personnages autobiographiques qu'à la fin, il ne savait plus ce qui appartenait à quoi. Et c'est ça qui est très très beau dans ce film, c'est qu'on voit que ce qui est de l'ordre de ce qu'on appelle la fiction et ce qui est de l'ordre de ce qu'on appelle la réalité avance en fait main dans la main pour produire une expérience, pour produire justement cette intimité, et pour nous rapprocher finalement de la grande histoire dont il est question. Dans ce film, en fait, aussi, ce qui m'a paru vraiment extraordinaire, c'est la complicité des mouvements avec la musique. Et en fait, au niveau de la caméra, la façon dont ces plans fixes des personnages de frontal, comme ça, qui expriment, on voit tout, on voit leur regard, on voit le mouvement de leur robe, de tout ça. Et puis, il y a des fugues. Il y a des hommes, surtout des hommes, qui s'en vont en diagonale, un petit peu comme les premiers tableaux de Kandinsky ou de Chagall. En fait, il y a quelque chose d'une farandole, de l'amour des gens entre eux. Et puis, il y a ce côté assez hiératique aussi, très pensif de la vie, du souvenir, des femmes plutôt, en fait, je sais pas. Ça m'a beaucoup frappé dans la musicalité aussi de la caméra. Voilà. Oui, ça, c'est vraiment le langage de Chantal, son regard en fait, sa manière de pouvoir être là et dans des face-à-face sans bouger et laisser complètement vivre ce qui se passe devant elle. Et puis, il y a aussi beaucoup de pratiques. Enfin, il y a beaucoup de questions qui sont « qu'est-ce qu'on fait ?» On m'a dit que j'allais épouser cet homme, mais maintenant, il me demande de me conduire comme une femme doit se conduire avec un homme. Qu'est-ce que je fais ? Il y a beaucoup de choses qui sont très concrètes. Hein.
C'est aidez-moi à résoudre ce problème-là. Ça, c'est très frappant, je trouve. C'est pas dans le lyrisme de, c'est vraiment. Et même quand cette femme raconte que elle a embrassé l'ami de son mari qui venait de mourir, quel genre de femme je suis. Et en fait, elle écrit, en vrai, elle a écrit ça. Mais qu'est-ce que je fais? Quoi faire à partir de là, concrètement? Et c'est une tradition américaine qui perdure. Le New York Times a toujours une colonne où ils reçoivent des questions, et c'est un philosophe célèbre, Appiah, qui répond, qui est philosophe éthique, et qui répond à toutes sortes de questions que les gens se posent dans un journal aussi sérieux, entre guillemets, que le New York Times. C'est quelque chose aussi oui, qui vient de... Alors je ne sais pas si c'est les premiers à faire ça, cette rubrique de conseils, le Forward, mais qui continue encore actuellement aux États-Unis, en tout cas. Vous ne pouvez pas parler du vacarme de la ville, le vacarme nocturne. Vous avez travaillé avec... On enregistre, en fait. On a besoin. Oh, pardon, oui. Je disais, comment vous êtes placé avec le vacarme de la ville? Ah mais ça, moi, c'est vraiment... C'est vous? Non, c'est Chantal. D'accord. Ouais, c'est la bande-son, elle est extraordinaire. Mais tous ces films, il y a ça. Vous avez joué avec ça, non? Après, au mixage, c'est-à-dire quand j'ai travaillé la musique, il n'y avait pas encore ces sons. On faisait pas le travail ensemble. C'est après qu'ils sont venus se mélanger. Les sons bruts oui. du film. Après, je pense que dehors, dans les extérieurs, les oiseaux, tout ça, elle a ajouté. Il nous reste le temps pour une dernière question, si quelqu'un dans la salle a. Oh, voilà. Merci beaucoup. Alors merci pour tous ces échanges d'abord, pour toutes ces questions et ce temps avec vous. Peut-être j'aimerais signifier qu'on a parlé de beaucoup de films et c'est vrai que je trouve qu'on peut trouver la vitalité de Golden 80s, les lettres, de News from Home, etc. Mais peut-être je voudrais parler de Toute une nuit, parce que je trouve qu'il y a vraiment dans Toute une nuit, ça se déroule dans une chaude nuit, des histoires d'amour comme ça, mais dans une forme courte. Et je trouve que peut-être dans la forme courte de Toute une nuit, il y a ces histoires de lettres qui sont des formes courtes, mais qui sont des mots. Mais dans Toute une nuit, il y a très peu de dialogue. Et toute cette bande-son composée, donc cette musicalité de cette porte qui s'ouvre, qui se referme, de la voiture qui vient au loin, qui traverse le champ, etc. Et il y a cette densité-là. Et donc j'ai l'impression qu'avec ces différents films, finalement, elle place des manières de raconter qui d'un seul coup s'alignent dans Histoire d'Amérique pour venir à la fois trouver la forme courte qui s'entremêle dans les différentes tonalités, la justesse d'un humour à partir de choses terribles, parce que je trouve que dans Golden 80s, il y a quelque chose de très triste en fait. Et je trouve dans Toute une nuit aussi. Et alors que dans Golden 80s, on est dans un salon de coiffure et tout est super, et dans Toute une nuit, on parle d'amour. Mais là, je trouve que dans Histoire d'Amérique, justement, il y a cette vitalité en fait qui éclot comme ces pousses de plantes dans les terrains vagues en fait, qui résistent et puis qui palpitent, quoi. Et donc je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est pris de tous ces films et qui en même temps, en effet, fait éclore cette vitalité là, quoi. Donc bon, c'était juste une remarque, mais en tout cas, merci pour tout. C'est très juste. Et elle dit dans l'entretien avec Serge Janet, qui d'ailleurs fait le même lien que vous avec Toute une nuit et Fellini, qui évoque ça, elle dit que finalement peut-être c'est aussi lié à toutes ces blagues qui viennent ponctuer le film. Et Chantal dit quelque chose de magnifique, elle dit mais toutes ces blagues sont là pour faire passer le réel, pour nous réussir à faire avaler le réel. Et donc finalement il y a cette idée que oui, le réel est là, on y est confronté dans sa plus grande douleur d'une certaine manière, et toujours il y a cet humour, le Witz, l'humour freudien, qui est là pour nous aider à avaler le réel et finalement à continuer à vivre. C'est aussi ça ce qui se passe. Il y a cette simultanéité-là de la mort et de la vie qui est là de manière permanente, en permanence dans ce film-là. Voilà.
chose à ajouter? Non. Bah, merci beaucoup, merci d'être venu.